le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. À l'occasion de l'exposition Avant les nymphéas, Monet découvre Giverny, 1883-1890, le podcast de Giverny vous propose une rencontre inédite avec le maître de l'impressionnisme. Au fil d'échanges et de débats, à travers des lectures d'archives, remontons le temps et suivons Claude Monet dans une période décisive de son parcours. Marie Delbar, vous êtes commissaire de l'exposition Avant les nymphéas, Monet découvre Giverny 1883-1890, en binôme avec Cyril Sciamma. Bonjour. Bonjour. Après avoir évoqué dans l'épisode précédent les années à Vétheuil, nous continuons de nous plonger dans la vie de Monet. Aujourd'hui, on évoquera tout particulièrement la découverte de Giverny à partir d'avril 1883. Alors, dans quel état d'esprit se trouve Monet au moment de son arrivée ? C'est une excellente question. Au moment de son arrivée, je pense qu'il était heureux d'avoir trouvé Giverny, même si dans les mois qui vont suivre, va y avoir peut-être un petit peu d'ambivalence. Il est, je pense, soulagé d'avoir trouvé un endroit où installer sa famille, de quitter la ville de Poissy dans laquelle il n'a pas aimé vivre, et de pouvoir construire quelque chose de nouveau dans un endroit qui remplit un certain nombre de critères qu'il recherchait, un beau site, il est facile de rejoindre Paris, à proximité d'une ville avec de bons établissements scolaires. Donc voilà, je pense aussi que comme dans tout déménagement, et c'est confirmé par sa correspondance, il y a un petit peu aussi d'inquiétude et d'effervescence au moment vraiment dans les jours où il s'installe à Giverny, puisqu'on sait notamment que à cause de problèmes récurrents d'argent, notamment la famille a dû se déplacer en 2 fois parce que le jour même du déménagement, il n'y avait pas assez d'argent pour que tout le monde puisse prendre le train. Donc Monet est arrivé avec une partie des enfants et Alice le lendemain avec le reste de la famille. Justement, vous posez la question de l'installation concrètement. J'imagine que ça a été assez compliqué puisque vous avez parlé aussi des problèmes d'argent, de Poissy. On sait que les années précédentes ont été difficiles, d'un point de vue personnel comme professionnel. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à Giverny, tout s'apaise pour Monet, pour sa famille ? Peut-être pas immédiatement. C'est vrai que les années qui nous intéressent pour l'exposition sont des années où beaucoup de choses se mettent en place. Après, ça va prendre du temps, des semaines, des mois, des années. Et nous, on sait aujourd'hui que ce Giverny va être l'endroit vraiment où Monet va s'installer définitivement. Lui, bien entendu, ne le sait pas quand il arrive. Donc, il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes. Il est dans cette situation de couple avec Alice Ochédé qui n'est pas évidente. Le mari d'Alice est toujours vivant, ils n'ont pas divorcé, ils sont séparés. Et il est encore un petit peu présent dans la vie de ses enfants, dans la vie de son épouse. Et on sait que pour Monet, ça peut être source d'inquiétude parfois. Et les choses vont s'apaiser à Giverny, pas immédiatement, mais effectivement, ça va venir. Mais je pense, voilà, c'est tant qu'en fait, il n'est pas devenu propriétaire de sa maison, tant qu'Ernest Ochédé n'est pas décédé d'une certaine façon et qu'il n'a pas pu épouser Alice, voilà, là, ça va vraiment y avoir une stabilité qui va s'installer, qui se construit tout au long des années 1880. Mais voilà, on peut imaginer que Monet, dans ses premières années à Giverny, n'a pas encore trouvé peut-être toute la sérénité dont il pouvait rêver, mais voilà, comme beaucoup de choses fonctionnent, et Giverny est à la hauteur de ce qu'il espérait. Il s'en rend compte assez rapidement. Donc à Giverny, on sent qu'il se passe quelque chose, c'est une sorte de tournant. Et donc Giverny, c'est un village dont on parle beaucoup, et notamment aujourd'hui avec le rayonnement touristique, culturel. Donc avant de parler plus en détail de la découverte de Giverny par Monet, on pourrait peut-être se replonger dans le Giverny de la fin du 19e siècle, qui, a beaucoup changé depuis. À quoi ressemble le village à cette époque ? Alors c'est un village, Giverny au moment où Monet arrive est un village tranquille de cultivateurs, à peine 300 habitants, une agriculture très mélangée, comme beaucoup de villages de la vallée de la Seine, de Normandie à l'époque. Vous avez des vignes, un peu d'élevage,
toutes sortes de cultures de céréales, du maraîchage également. C'est un lieu, quand on consulte les guides de tourisme qui se développent un peu à l'époque, notamment pour accompagner toutes les personnes qui voyagent en train de plus en plus. Et voilà, ce n'est pas un site qui est sur les cartes touristiques du tout. Il y a une église ancienne avec une pierre dans le cimetière qui témoigne d'une occupation néolithique, dès le néolithique de Giverny. Mais voilà, c'est un petit village tranquille qui a un très joli site. La beauté du cadre n'a pas encore suffi à le mettre sur les cartes. La peinture de Monet le révèle pour qu'il devienne ce lieu d'attraction qui va le devenir assez rapidement, en fait, après l'installation de Monet. Donc finalement, c'est la présence de Monet dans ce village qui l'a rendu si particulier. On a mentionné Poissy, mais avant ça, Monet était à Vétheuil. Est-ce que Giverny est très différent de Vétheuil ou est-ce qu'il y a des similarités entre les deux villages? Il y a de nombreuses similarités et c'est très intéressant. Vétheuil est comme Giverny un village donc de la vallée de la Seine, même si c'est en Île-de-France, c'est tout près de la Normandie. Vétheuil et Giverny, c'est le même environnement géologique, climatique, culturellement. La vie de tous les jours ressemble énormément. Peut-être Vétheuil est un village plus typique et plus pittoresque que Giverny, parce que c'est un village assez ramassé, qui est surmonté par une église, qui est vraiment au bord de la Seine. C'est un motif à la fois très joli et très simple. À Giverny, on a quelque chose en fait de plus différent, de plus complexe, parce que Giverny a cette caractéristique d'être en fait composé d'un chapelet de hameaux qui sont au pied des coteaux, au confluent de l'Epte et de la Seine, donc ça fait une sorte de croissant. Les hameaux sont séparés par des champs et des vergers. Giverny ne se reflète pas dans la Seine, parce que la Seine est loin, au-delà des champs. Une des seules œuvres de Monet à représenter Giverny se reflétant dans l'eau, c'est une scène d'inondation. Donc il y a quand même beaucoup de points communs, c'est ça, c'est un peu les mêmes ingrédients, mais un peu éclatés, réorganisés à Giverny, et les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais allés à Giverny, j'ai tendance à penser que quand ils imaginent le village, ils l'imaginent plutôt comme Vétheuil, qui est un village qui a un aspect plus traditionnel, plus carte postale, et Giverny, en fait, est plus étrange. En tout cas, ce que partagent Giverny et Vétheuil, c'est certainement une sorte de charme pittoresque Tout à fait. qui plaisait beaucoup, je pense, à Monet. On sait qu'à Vétheuil, d'ailleurs, cette grande famille qui n'était pas du tout conventionnelle pouvait faire un peu parler les habitants du village. Est-ce qu'à Giverny, de ce point de vue, les choses sont différentes? Probablement, ce qui aide à Giverny, c'est que les habitants n'ont jamais connu le couple Ernest et Alice. Ce qui se passe à Vétheuil, c'est, vous avez deux familles qui s'installent, la famille Hochédé et la famille Monet, alors qui devaient un peu détonner à Vétheuil aussi, mais qui arrive, et tout à coup, malheureusement, Camille décède, et puis Ernest Hochédé passe de moins en moins de temps à Vétheuil, et un nouveau couple se forme. En tout cas, c'est une femme et leurs enfants partagent une même maison. On imagine que ça devait peut-être susciter quelques commérages dans le village. Quand Monet et Alice arrivent à Giverny, les habitants ne connaissent pas forcément cette histoire, et ils arrivent, c'est un couple constitué avec leurs enfants. Alors, on sait que Monet était considéré comme un hors-zin, quelqu'un qui n'était pas d'ici, qui n'était pas de Giverny, et vous imaginez dans un village de cultivateurs un artiste et une femme de la haute bourgeoisie qui a son attitude, sa façon de se présenter, être perçue très vite comme telle, ça pouvait un petit peu détonner. Mais il y avait un côté comme ça, nouvelle page, qui a dû les aider, qui a dû apaiser un peu la situation, leur faciliter la vie. C'est sûr. Pourtant, même si cette famille est assez singulière, on voit dans la correspondance de Monet, ça se ressent aussi dans ses œuvres, qu'il se crée une sorte de nouvelle routine et assez facilement dans le village à Giverny. Comment s'organisaient les journées de Monet et de sa famille dans le village? La journée commençait très tôt. Parce que Monet aimait se lever tôt pour travailler tôt. Il les a vraiment, à de nombreuses reprises, il aimait les petits matins, les matinées, les levées de soleil. C'était une famille, surtout le petit déjeuner, le déjeuner, les repas étaient des moments très importants, et
Alice savait tenir une bonne table. Monet a beaucoup reçu à Giverny, mais le midi. Il ne recevait pas le soir parce qu'il voulait se lever tôt le lendemain matin. Donc, on sait que Monet partait tôt le matin, peindre à la recherche de motifs dans les champs de Giverny. Les enfants allaient à l'école. Alors, les plus grands étaient en pension à Vernon et dans des institutions religieuses. Alice était très religieuse, tenait à ce que les enfants aient une éducation religieuse, faisait en sorte que la famille aille à l'église le dimanche. On sait que Monet était moins assidu, mais voilà, Alice a installé aussi cette vie à Giverny, ce qui a dû aider aussi à les intégrer dans la vie du village, parce que voilà, l'église était un lieu central, un lieu de rencontre. Jean-Pierre Chédé, qui a laissé un témoignage très intéressant de son enfance à Giverny, disait bien voilà que quand toute la famille, les enfants étaient libres ils étaient à l'école et quand ils n'étaient pas à l'école, ils allaient se promener ensemble, ils allaient jouer. Mais quand la cloche du déjeuner sonnait, elle sonnait 2 fois. Il fallait qu'à la 2e fois, tout le monde soit assis à table. Et comme la famille déjeunait tôt, Jean-Pierre Auchédé et Michel Monet, qui étaient scolarisés à l'école du village, avaient une autorisation spéciale qui avait été demandée par Monet pour quitter la classe plus tôt. Alors, comme beaucoup de petits enfants, voilà, ils n'aimaient pas comme ça, sortir du lot comme ça les embarrassait un petit peu, mais ils devaient partir plus tôt pour aller déjeuner à l'heure à la maison. Donc, pour des nouveaux arrivants, elle ne passait pas forcément inaperçue. Donc, c'est une famille qui reste assez particulière, notamment aux yeux des Givernois. On parlait tout à l'heure de ce fameux terme, le Orzin. Avec les Givernois, est-ce que Monet, sa famille, s'intègre facilement dans la vie locale? Monet, c'est quand même quelqu'un de la ville qui arrive à la campagne, qui a un métier que les habitants ne comprennent pas forcément, des choses qui l'intéressent, qui ne sont pas ce qui intéresse les cultivateurs de Giverny. Certains vont tirer parti, il y avait peut-être aussi un petit peu de fantasme sur l'argent qu'il pouvait avoir, et donc il y a toutes sortes d'anecdotes qui ont été rapportées, de motifs de Monet qui tout à coup étaient menacés, comme les meules de démontage, comme les peupliers d'abattage, au moment où il avait commencé à les peindre, et tout à coup il fallait qu'il achète ou les meules ou les arbres pour les préserver un petit peu, ou qu'il dédommage les cultivateurs, les exploitants. Mais on a, disons que peut-être passé des choses pas complètement hors norme pour une vie de village, pour quelqu'un qui s'installe dans un nouveau lieu. Alors c'est après la période qui nous intéresse pour l'exposition, mais à partir du moment où Monet va devenir propriétaire dans le village, il va acheter sa maison et puis après il va acheter des terrains pour agrandir son jardin et d'autres maisons pour faire un potager pour sa famille et pour héberger son fils Jean quand il va revenir s'installer dans le village. Et ça lui donne d'être propriétaire, ça va lui donner une grande respectabilité au sein du village. Donc, mais ça c'est encore un petit peu dans le futur pour la période qui nous intéresse. Donc cette nouvelle vie à Giverny, elle va avoir un impact d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque vous parliez des meules et des peupliers. Est-ce que Monet trouve rapidement l'inspiration à Giverny? Quels sont les motifs qui attirent son attention en premier lieu? Alors c'est assez amusant de voir ce qu'il a peint en premier à Giverny, parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus connu ou le plus central dans le village. Un des premiers motifs qui l'intéresse, ce sont les petites îles qui se trouvent au niveau de la Seine, alors qu'on disparu aujourd'hui, mais qui se trouvaient au niveau de Jeufosse. Alors c'est amusant, c'est en remontant un petit peu vers Vétheuil, c'est comme s'il se rapprochait de ce motif de petits bras de la Seine entre les îles qu'il avait connues à Vétheuil. Donc c'est une des premières choses qu'il peint en arrivant à Giverny. Et il va aller peindre aussi du côté de Vernon, la collégiale qui se reflète dans la Seine, voilà. Et pas le village en lui-même. Les premiers hivers qu'il passe
assez rapidement, il va s'intéresser au hameau de Falaise, qui est le hameau à la fin de Giverny, vers l'est, vers Gagny, qui est vraiment voilà un petit peu excentré, qui a un aspect aussi un peu particulier au sein du village, qui est adossé à la falaise de Cré, qui a quelque chose de très minéral, très différent du reste de Giverny, avec ses vergers, ses belles prairies humides. Et puis ensuite, il va commencer à peindre la prairie, les meules de foin dans la prairie, les coquelicots qui fleurissent au milieu des moissons. Et c'est vraiment l'année 1885 où on sent tout à coup que voilà, il peint un peu toutes les parties du village, il se l'est approprié, mais ça vient, c'est comme s'il venait de l'extérieur du village et ensuite il allait vers le centre, ce qui est assez amusant en fait. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire, alors Monet n'a pas été le seul peintre à représenter le village de Giverny, mais c'est vrai que ce sont ses œuvres qu'on connaît le plus. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de tableaux qu'il peint dans le village pourrait dresser une sorte de portrait assez complet, assez exhaustif de Giverny, ou au contraire, est-ce qu'il s'intéresse volontairement à des motifs en choisissant d'en mettre d'autres de côté? Oui, tout à fait. On sent qu'il fait une sélection et justement, ce qui aide à en prendre conscience, c'est le fait que d'autres artistes ont peint Giverny, notamment les artistes américains qui ont beaucoup fréquenté le village. Et c'est très frappant de voir justement cette différence entre les œuvres de Monet et les œuvres des artistes américains. Alors les artistes américains qui fréquentent Giverny sont très influencés par Monet dans sa palette, sa touche, certains des motifs, même certains, ce que Katie Bourguignon de la Fondation Terra explique très bien dans le catalogue, certains ont peint aux côtés de Monet sur le motif. Et alors c'est rare, privilégié, hein, tous ne l'ont pas fait, mais on voit notamment de voir ce corpus de peinture créé par les Américains aide à mesurer tout ce que Monet n'a pas peint en fait. Et Monet notamment a peu peint les Givernois, les habitants. Alors on arrive à une période de sa peinture, de sa vie où il peint beaucoup moins de figures. Et puis bon, quand il va peindre des figures à Giverny, ce sera sa famille. Il ne peint pas le bétail, il ne peint pas à part les meules, les travaux des champs. Il s'intéresse peu aux vues depuis le coteau. Il en fait certaines très jolies, mais c'est pas la majorité. Il est plutôt au fond de la vallée, dans les prairies, au bord de l'Epte. Il y a quelque chose qui a disparu aujourd'hui, qui était assez spectaculaire quand on abordait Giverny au temps de Monet, c'était le fait que les collines étaient cultivées, donc il y avait des parcelles avec des couleurs un peu différentes selon les cultures, et ça faisait un motif assez spectaculaire qu'on retrouve dans les œuvres des peintres américains, dans les cartes postales aussi de l'époque, mais très très rarement chez Monet. On parle d'une poignée de tableaux. Voilà, c'est amusant de voir ce qu'il n'a pas retenu et Ce sont des choses qui sont assez méconnues du public pour le coup. oui, pour le coup, puisque Monet ne les a pas révélées, eh bien, elles sont restées un petit peu plus mystérieuses. Et alors on a abordé les motifs. Cette fois côté style, est-ce que, cette nouvelle période, correspond à un renouveau dans sa touche, dans sa manière de peindre? Y a-t-il des évolutions qui sont, vraiment visibles dans son travail? Je dirais que plus que des changements de touche ou de palette, puisque c'est quand même des atmosphères lumineuses à Giverny qu'il a déjà croisé ailleurs. Ce n'est pas comme quand il commence à peindre la Creuse et là tout à coup sa palette s'assombrit parce que ce sont des couleurs vraiment très différentes. Ce qui est très évident à Giverny, c'est vraiment la progression de l'idée de série. C'est un peu inhérent à l'art de Monet parce que cette grande attention qu'il a à la lumière, le fait voilà d'être attentif à la façon dont la lumière transforme le paysage ou n'importe quel motif, voilà la série elle est en germe dans cette idée-là. Déjà, on sait qu'il a aimé traiter à plusieurs reprises certains motifs comme la gare Saint-Lazare et puis mais dans les années 80, que ce soit à Giverny ou ailleurs, vraiment ça s'installe de plus en plus. On sait voilà à Belle-Île, il y a une approche sérielle qui commence à être bien installée. Donc là on est en 86 et forcément à Giverny où il est entouré de motifs sur lesquels il peut retourner encore et encore, c'est une pratique qui devient de plus en plus importante dans sa peinture et on a comme ça quelques
petite série, 4-5 tableaux, parfois sur un motif vraiment très, très similaire et qui vont, donner naissance, à partir de 1800. Ça commence, les meules en 1889, mais vraiment 1890-1891, ces grandes, meules de paille, c'est vraiment ça va être sa première série qui arrive là, peut-être à un moment de maturation, dans le regard qu'il porte sur Giverny. Vous avez utilisé un terme qui est, très intéressant. Vous avez parlé de l'art de Monet. Est-ce que à ce moment-là, la peinture de Monet, se fait de plus en plus singulière par rapport à la peinture impressionniste en général? Est-ce que sa touche, son style se distingue de ce qu'on connaît, au même moment, chez Renoir, Sisley ou Pissarro, par exemple? Alors ça, c'est une question un petit peu compliquée parce qu'en fait, c'est des personnalités tellement différentes, tous ces impressionnistes. Et c'est vrai que dans les années 80, donc c'est la fin progressive des expositions impressionnistes. On sait que Monet ne participe pas à toutes les expositions. Pissarro est le seul à l'avoir fait. Beaucoup de camarades impressionnistes de Monet s'éloignent, euh, trouvent comme lui des endroits un petit peu éloignés de Paris pour certains où s'installer, où vivre. Et effectivement, cet effet de groupe, alors dont on peut discuter, ils ont toujours eu des personnalités assez distinctes. Tout ça s'éparpille un petit peu. Monet, ce qui est très net, ce qui avait été une des grandes caractéristiques de l'impressionnisme. Monet, c'est très frappant à Giverny. Il abandonne le sujet industriel, notamment. Là, il a la ligne de chemin de fer au bout de son jardin. Il y a un énorme barrage qui a été construit à Port-Villez, pas très loin, enfin, près duquel il passe en bateau très souvent. Il y a un pont de voie ferrée à Vernon. Il ne les a jamais peints, jamais représentés, alors que les ponts métalliques d'Argenteuil avaient été un de ses grands sujets au cours de la décennie précédente. Donc voilà, il y a cette Monet là vraiment à Giverny et même ailleurs se concentre sur la nature elle-même et s'éloigne peut-être de ses premières recherches impressionnistes. Après, Pissarro, qui n'habite pas très loin, lui aussi s'intéresse alors à sa manière. Et puis Pissarro a l'aventure néo-impressionniste aussi, qui modifie sa touche et sa peinture. Mais voilà, ce sont aussi s'intéressent au sujet de la nature, de la campagne, mais d'une façon très différente. Plutôt que de dire que Monet se distingue du groupe des impressionnistes, c'est vraiment voilà les impressionnistes qui dans ces années-là suivent des voies de plus en plus personnelles qui font un peu éclater le groupe, tout en restant de bons amis qui se parlent, qui ont les mêmes marchands, qui ont toujours un peu des préoccupations commerciales communes en tant que peintre nouveau, d'avant-garde, qui luttent encore pour faire reconnaître leur peinture et par les instances académiques et par le public. Donc si on veut résumer ces premières années à Giverny, entre 1883 et 1890, que faut-il retenir en priorité dans les œuvres de cette période pour, mieux comprendre son travail finalement? C'est intéressant. Ces années-là, c'est une période à la fois de transition et d'installation. Chez Monet, ce n'est pas une révolution, Giverny. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est aussi peut-être pour ça que Monet reste. À Giverny, il y a beaucoup de choses qui sont familières à Monet, des motifs qu'il a appris à aimer à Argenteuil, à Véteuil, et qu'il retrouve à Giverny et qu'il peut explorer sur des années autour de chez lui. Giverny est aussi un lieu qui lui permet de beaucoup voyager facilement parce que c'est un endroit qui est, notamment grâce à la gare de Vernon sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, qui lui permet d'aller sur la côte, qui est un de ses grands sujets d'inspiration, puis de faire des voyages plus lointains. Ça lui permet d'explorer cette recherche de motifs neufs qu'il avait déjà un petit peu commencé difficilement parce que voilà, il manquait tellement d'argent que les voyages n'étaient pas faciles, qu'il va poursuivre un petit peu après, mais de plus en plus retourné par Giverny. Donc on a vraiment cette période qui est à la fois Monet qui se confirme dans certains choix, sa peinture il creuse un sillon,
tout en découvrant de nouvelles choses. Il s'installe tout en pouvant beaucoup voyager. Il explore des motifs familiers tout en arrivant à des façons nouvelles de les considérer avec c'est une sorte de comme ça de nexus très, très intéressant en fait ces quelques années à partir desquelles vont se déployer peut-être la dernière partie de sa carrière avec les séries puis le jardin qui sont de très importantes de son œuvre et qui se mettent en place à ce moment-là, dans ces années-là, à Giverny. En tout cas, l'histoire n'aurait peut-être pas été la même si Monet avait été contraint de déménager, une nouvelle fois. Aujourd'hui, Giverny est un village, très touristique, en partie, grâce, à Monet et au rayonnement de sa peinture. Reste-t-il, selon vous, encore des choses à découvrir sur Monet à Giverny, ou sur le village, en lui-même? On a en fait beaucoup de chance que Giverny existe toujours et si préservé. C'est pas le cas de tous les lieux qui ont inspiré les peintres, même de l'époque impressionniste. On pense par exemple au bassin d'Argenteuil, qui inspirait Caillebotte. C'est un lieu qui a été tellement, transformé qu'on a du mal à retrouver les motifs de Caillebotte, là-bas. Mais Monet, on a cette chance, de pouvoir retrouver ce lieu qui l'a entouré, inspiré pendant tellement de temps et je pense que Monet est très bien étudié. On peut toujours trouver des choses, comprendre des choses. Je pense que, c'est vraiment une expérience presque individuelle à faire, quand on aime la peinture de Monet. D'aller à Giverny, de pouvoir voir ces paysages de ses propres yeux, de les parcourir, ça donne forcément une compréhension de ses œuvres qu'on ne peut avoir d'aucune autre manière. Donc une destination incontournable pour, tous les amateurs de la peinture de Monet et de l'impressionnisme. Toutes ces belles choses dont on a parlé pendant l'épisode, pour ce plongeon dans l'atmosphère de Monet, à Giverny. Il faut se rendre au musée des impressionnismes. J'invite donc tous les auditeurs à venir contempler certains chefs-d'œuvre inédits du peintre, des œuvres méconnues, rarement exposées. Qui plus est, comme vous l'avez dit Marie, sur les lieux mêmes de leur exécution. Merci Marie, et à très bientôt sur le podcast de Giverny. L'exposition Avant les nymphéas, Monet découvre Giverny, 1883-1890, est présentée jusqu'au 5 juillet 2026 au Musée des Impressionnismes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous dans le prochain épisode où nous ferons un point sur la carrière de Monet. Arrivera-t-il finalement au succès ? Comment parviendra-t-il à la consécration ? Nous retrouverons Cyril Siama qui répondra à toutes ces questions.